Bienvenue aux Conversations créatives. L'idée, c'est vraiment d'inviter un artiste inspirant pour nous partager son parcours et ses passions. Et en fil rouge, une question qui est propre à l'ADN de Moleskine, qui est: est-ce que la créativité peut changer le monde? Donc on va tenter d'y répondre d'une manière ou d'une autre, en tout cas pas forcément directe, avec Pauline aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la dernière édition de 2023 des Conversations créatives, mais ça continuera en 2024. Au Crillon et ailleurs, on est en train de réfléchir à en faire aussi un concept itinérant qui sera peut-être aussi dans d'autres villes en France. Donc je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui Pauline Anna Gudet, qui est une artiste multidisciplinaire, mais qui est aussi une grande danseuse, avec qui on va échanger sur cette question fil rouge et qui va nous partager un peu son parcours. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, pour commencer, l'idée c'est un peu de comprendre comment tu as construit ton parcours en tant qu'artiste, mais surtout d'où t'es venue cette passion pour la danse, quand est-ce que ça a débuté, que tu nous expliques un peu tout ça. Alors bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement j'ai commencé la danse très tôt en fait. La danse c'est apparu dans ma vie à mes 4 ans, comme toutes les petites filles qui commencent à faire de la danse. C'était pas tout de suite évidemment un rêve, une vocation on va dire, mais j'ai découvert la danse à 4 ans. Je me suis professionnalisée, j'ai commencé à rentrer en école de formation à 12 ans pour la danse, avec un rêve en tête, celui d'être danseuse au Crazy, que j'ai finalement réussi à atteindre. Et donc après, je suis passée par plusieurs ballets, etc., pour finalement arriver au Crazy en tant que danseuse. Quand j'ai commencé de discuter avec Pauline, quand même la première question qui m'est venue, c'est comment si jeune on a cette envie de devenir danseuse au Crazy. Parce que j'avais en tête que quand les petites filles font de la danse, leur rêve c'est d'être ballerine ou tirade de l'opéra, mais elle apparemment c'était complètement autre chose. Donc comment ça se fait, est-ce qu'il y a eu une fascination pour cet univers? Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement et pourquoi le Crazy en fait? Alors effectivement c'est un petit peu particulier parce que j'ai découvert le Crazy à l'âge de 8 ans, c'est ma grande sœur qui me montre une vidéo d'un solo du Crazy et je tombe amoureuse de l'esthétique globale du Crazy, donc les lumières, il n'y avait qu'une danseuse sur scène, c'était donc filmé avec une caméra sur le regard très présente, j'avais l'impression de regarder un film qui effectivement n'était pas forcément adapté à une petite fille, enfin, du moins c'était pas le plus simple, voilà, mais moi je suis absolument tombée en amour à ce moment-là du Crazy, de tout son esthétique, des couleurs, des matières que j'ai pu voir, j'avais l'impression de regarder un film. Et donc à partir de mes 8 ans, j'ai fait une petite obsession sur le Crazy et je voulais absolument devenir danseuse au Crazy. Je faisais parallèlement à ça de la danse classique parce que j'avais compris qu'il fallait quand même faire de la danse classique à côté. Et j'adorais la danse classique, mais c'était vraiment deux choses complètement différentes pour moi et deux parcours que j'allais réaliser, mais en tout cas qui sont parallèles. Et alors en fait, comment, une fois que tu as cette idée en tête de te dire que voilà, c'est ça ton objectif final, c'est ça ton rêve, etc., c'est quoi les étapes clés? Comment ça se construit? Enfin, comment tu fais pour te dire, est-ce que toi, dans ta tête, tu as déjà en tête les différentes étapes que tu dois franchir et tu te dis, voilà, c'est comme ça que je vais essayer d'y arriver? Ou alors sinon, est-ce que la vie fait que c'est des étapes qui t'emmènent vraiment à construire ce parcours jusqu'à arriver à réaliser ton rêve? Alors, dans la danse, c'est un peu plus particulier que dans un métier un peu plus, on va dire, traditionnel. Il y a des écoles de danse, mais il n'y a pas un parcours absolu à suivre. C'est ça qui est beau aussi, c'est qu'au Crazy, par exemple, il y a des filles qui viennent pas du tout du même milieu. Moi, ce qui m'a... En fait, j'ai suivi forcément ce qu'il fallait faire à peu près, mais j'ai surtout suivi mon rêve et ce truc qui est né dans mon ventre à ce moment-là. Et j'étais omnibulée par ça et je voulais à tout prix faire ça, donc c'est vraiment ma passion qui m'a poussée tous les jours. Donc en fait, tu es passée par différentes formations. Je dis ça parce que moi je connais aussi un peu l'histoire. Et du coup, elle me disait qu'elle a commencé sa première formation à 11 ans.
Donc, comment ça se passe quand à 11 ans, on doit quitter ses parents, aller dans une école et donc du coup vivre une vie d'ado, voire de préadulte, avec, j'imagine, une forme de discipline aussi qu'on doit s'imposer, aussi jeune. Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? Eh ben, ça se passe bien parce que c'était mon rêve ultime de partir, alors pas de partir loin de mes parents fondamentalement, mais en tout cas de partir dans une école de danse et d'être de vivre de ça, parce que j'étais du coup en parcours pré-professionnel, donc avec des horaires adaptés, où évidemment on était quand même au collège, etc. Mais on avait beaucoup de temps de danse dans la journée, donc je l'ai très bien vécu parce que c'est à tout prix ce que je voulais faire. Je disais à mes parents qu'ils n'avaient pas d'autre choix et qu'ils devaient me laisser partir. Donc ça, je l'ai vécu de la meilleure manière. Après, c'est sûr que voilà, on est un peu loin de ses parents, etc. Mais mon guide, c'était la danse. Je voulais à tout prix faire de la danse. Et il n'y avait que ça qui me rendait heureuse. Donc sur le moment, je l'ai hyper bien vécu. Et toute la partie, parce que la danse, c'est quand même une discipline qui est hyper rigoureuse. Et ça, comment tu as réussi, est-ce que tu as réussi déjà à t'imposer cette forme de discipline? Et est-ce que c'était pas trop contraignant? Parce que même si la danse en soi, c'est une passion, après, il y a des règles à respecter, j'imagine. Il y a un rythme aussi, il y a des entraînements. Et c'est surtout que la formation de départ, c'est quand même une formation de classique, qui est réputée pour être vraiment très stricte. Et ça, c'est quelque chose que tu as réussi, parce que toi, ton rêve, il n'était pas de faire de la danse classique. Donc comment tu as réussi à combiner les deux? J'adorais la danse classique, donc ça m'allait quand même. Après, petit retour en arrière, quand j'ai commencé à 4 ans, j'ai commencé dans une petite ville, dans une petite association, la danse, on va dire plutôt l'éveil corporel. Et j'ai eu la chance, ça se discute, mais moi je pense que c'est une chance maintenant d'avoir 2 professeurs qui étaient des anciens danseurs du ballet de Maurice Béjart, et donc qui étaient déjà très rigoureux, très stricts, et qui nous faisaient avancer assez vite. Moi, la discipline, ça a toujours été quelque chose avec laquelle, alors dans la danse, avec laquelle je me marie très bien, ça me va très bien. C'était vraiment mon objectif de faire de la danse, donc j'acceptais toutes les contraintes et surtout, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais surtout que c'était mon rêve, donc j'étais complètement d'accord de faire des sacrifices et c'était pour moi logique, si je voulais arriver à un certain niveau, de devoir faire ces sacrifices, de devoir avoir des contraintes, de devoir avoir mal au corps, de devoir me coucher tôt parce qu'il faut danser, etc. Ça, c'était des choses que je voulais faire à ce moment-là. Et tu penses qu'à cet âge-là, tu avais déjà cette notion de te rendre compte que tu étais en train de faire des sacrifices pour atteindre un but, ou en fait tu penses que c'était quelque chose d'un peu, tu le vivais sur le moment sans vraiment prendre conscience que tu étais vraiment en train de faire ça? J'ai pas vécu autre chose, donc pour moi ça me paraissait être normal et j'aurais pas aimé vivre autre chose. C'est-à-dire que ça a pris tellement de place dans ma vie que je me demande maintenant qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils n'ont pas la danse. Parce que moi ça prenait un temps fou dans ma journée. Donc c'est vrai que je me dis que quelqu'un qui ne passe pas 5 heures minimum par jour dans un studio de danse, qu'est-ce qu'il fait? Moi je l'ai bien vécu parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et surtout que je pense que j'étais un petit peu rigide à ce niveau-là et que je rêvais tellement de ça que je me disais que je devais avoir tous ces, entre guillemets, mauvais côtés. C'était pour moi l'excellence, elle vient... si on n'a pas le choix, si on est... Enfin, ça ne peut pas venir comme ça. Il faut des sacrifices, pour arriver à un certain niveau, il faut s'en donner les moyens. Et du coup, tes amies de l'époque, c'était que des danseuses, ou bien tu étais quand même confrontée à d'autres personnes quand tu allais à l'école? Et est-ce que tu te sentais à part des autres enfants de ton âge, en fait? Est-ce que tu avais déjà conscience que tu avais cette particularité? Alors j'étais avec forcément énormément de danseuses, donc on était dans les mêmes classes scolaires et donc j'étais avec mes copines danseuses, mais effectivement il y avait d'autres enfants avec nous qui n'étaient pas du tout confrontés à ça. Je trouvais qu'ils n'avaient pas de chance, contrairement à moi. Et effectivement, je me suis toujours sentie très à part, mais pas parce que je faisais de la danse, parce que j'étais extrêmement timide. Je le suis encore, mais j'ai grandi. Mais j'étais extrêmement timide et c'était mon seul moyen d'expression.
Disons qu'en faisant de la danse, je me disais que je ne pouvais pas me tromper parce que c'était mes histoires, mes émotions et que personne ne pouvait me dire si c'était vrai ou pas vrai parce que ça découlait de moi. Donc c'était mon moyen d'expression absolu, donc j'en étais accro. Et donc, entre le moment où cette passion, elle naît, ce rêve, il se forme, etc., et le moment où tu l'atteins vraiment, du coup, il y a quand même un certain nombre d'années. Et comment tu fais tout au long de ces années pour continuer de nourrir ce rêve, pour continuer de nourrir cette ambition? Parce que tu aurais très bien pu avoir cette idée en tête, et ensuite, la vie te met sur différents chemins, différentes rencontres, etc., et finalement, tu le réalises d'une autre manière. En fait, comment tu fais pour, pendant toutes ces années, continuer d'alimenter, comment ça se nourrit en fait ça, et se dire non, ce sera ça et rien d'autre, parce que ça aurait pu être tellement d'autres choses en fait aussi. Ça aurait pu être tellement d'autres choses parce que je suis une grande passionnée, donc je suis passionnée par énormément d'autres choses, mais c'était mon rêve absolu qui faisait que grandir. J'ai un petit truc qui est né dans le ventre à 8 ans et puis qui n'a fait que grandir, et à 8 ans évidemment je ne pouvais pas ni être danseuse professionnelle, ni être danseuse au Crédit. Et donc, plus les années passaient, plus je me rapprochais de ce but-là, plus c'était très urgent pour moi aussi de me rapprocher de ce but-là, parce que ça devenait complètement obsessionnel, et j'en rêvais la nuit, et il fallait que j'y sois. Donc c'était quelque chose qui prenait tellement de place dans ma tête et dans mon quotidien. Forcément, c'était mon unique but, même si voilà, il y avait plein d'autres choses qui me passionnaient, mais ça faisait que grandir, et ça prenait... Je pense que ça a fini par être plus grand que moi. La dernière année, avant de rentrer au Crédit, c'était plus grand que moi, je ne parlais que de ça. Et alors, du coup, quand tu commences par d'autres expériences, comme le ballet de Munich par exemple, c'est très clair dans ta tête que c'est encore juste une étape pour atteindre le Crédit, mais c'est jamais une fin en soi, quoi. En fait, le ballet de Munich, c'est pas une fin en soi, parce que je rentre dans le ballet, et quand on rentre dans un ballet, on n'est pas tout de suite soliste, on fait partie de l'ensemble. Et ce que j'avais vu moi du Crazy, c'était une fille sur scène à 8 ans qui dansait. Et j'avais ce besoin pour montrer ma différence, ou du moins la manière dont je me sentais, que je me sentais un petit peu différente, j'avais envie d'être seule sur scène, ou d'être en tout petit groupe. J'avais envie qu'on me regarde moi, et qu'on comprenne mes histoires à moi, et pas celles de quelqu'un d'autre ou d'un grand groupe. Voilà, j'avais envie d'être le main caractère sur scène, et donc le ballet de Munich, j'ai apprécié, c'était une super expérience que je referais, mais il y a un moment où ma passion pour le Crazy et mon envie de vraiment dire des choses et d'être seule sur scène, c'est devenu beaucoup plus grand que ça. Et donc, je suis passée au Crazy. Et ça, cette idée, enfin en tout cas ce besoin ou cette envie d'être seule sur scène, etc., on va pas rentrer dans une psychanalyse, mais en fait, est-ce que tu as des éléments de réponse de te dire pourquoi j'avais ce besoin-là d'avoir le regard sur moi absolument, et vraiment d'être le personnage principal et d'avoir toute la lumière sur moi? En fait, quand on est petite, par exemple, et qu'on fait un spectacle de danse ou quelque chose comme ça, on va prévenir ses parents pour qu'ils nous regardent, et on a envie qu'ils ne regardent que nous. Moi, j'ai l'impression que cette petite fille-là, avec toutes les histoires qu'elle a en tête, est toujours restée exactement pareille. Et j'avais envie qu'on me regarde que moi, pour qu'on écoute mon histoire à moi. C'est ce que la dernière fois on en parlait avec ma copine Grace. Quand on est petite, on se fait plein d'histoires. Et quand on est grand, on a juste les moyens de les concrétiser. Donc quand on est petite, on s'organise pour faire ces petits spectacles de danse, etc., aller dans ses cours. Les grands spectacles, quand on est dans des écoles, c'est tout un monde, etc. Mais quand on est grand, voilà, c'est notre vie, ça fait partie du quotidien. Et on s'organise vraiment pour que tout le monde soit au courant de notre histoire. Soit pour vraiment, d'un point de vue très égoïste, partager son histoire. Ça, c'est le côté vouloir être seul et unique. Soit pour justement rassembler et trouver des personnes qui, en fait, finalement, ont la même histoire ou pensent la même chose que nous, et donc former un groupe. Ouais. Voilà. Ok. Alors, une fois que ce parcours arrive à son but ultime, et que du coup, ça, tu pourras nous raconter comment s'est passée cette entrée au Crazy. Mais alors,
alors qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est tellement une obsession pendant des années que quand on arrive à l'atteindre, est-ce qu'il y a un espèce d'effet, ça retombe un peu, ou est-ce qu'au contraire, et comment on fait surtout ensuite pour... est-ce qu'on doit avoir un autre rêve? Est-ce que c'est à travers cette intégration Crazy qu'on doit encore décupler? Parce que du coup, c'était tellement ton driver pendant autant d'années qu'une fois que tu arrives là, ça devient quoi finalement ton driver au final? Alors j'ai passé 4 auditions pour rentrer au Crazy, donc une à 17 ans, j'avais légalement pas le droit d'y être, une à 18, une à 19, j'ai été prise à 20 ans au Crazy, donc je me suis un petit peu acharnée. Une fois que je suis prise au Crazy, donc le 17 mai 2017, c'est mon rêve absolu. Je sors de l'audition du Crazy, je passe 5 heures dans un café à appeler mes parents, mes sœurs, absolument tout le monde. Et je ne décolle pas de ce café pendant 5 heures. Et puis je rentre chez moi et les 3 jours qui suivent, j'ai jamais ressenti ça dans ma vie. C'est-à-dire que vraiment, je ne touche pas terre, je vole, j'ai réalisé mon rêve. 4e jour, en fait, je me rends compte que mon rêve, c'est comme un ami à moi, quoi, qui est là depuis toujours, qui est mon moteur, qui me permet de me lever, qui me permet d'aller répéter, qui me permet d'avoir mal au corps. Tout est ok avec cet ami-là. En fait, il est parti. Donc c'est super parce que j'ai pas encore commencé les répètes et j'ai hâte quand même de tout découvrir. Mais j'ai plus mon rêve et j'ai tout de suite très peur. Avant même de commencer sur scène au Crazy, j'ai tout de suite une peur bleue de me dire c'est quoi la suite, même si j'ai pas encore commencé. Parce que c'est tellement un moteur et c'était tellement un compagnon de vie, ce rêve-là que je personnifie, c'était tellement mon compagnon de vie que vraiment, en le réalisant, en fait, je l'ai laissé partir, même si j'ai tout à vivre, je l'ai laissé partir. Mais je commence le Crazy, je commence les répétitions, je commence sur scène le 3 juillet 2017 et je découvre tout ce qu'est le Crazy et ça prend énormément de place dans ma vie. Donc ce vide est un petit peu comblé pendant, on va dire, les 3 premières années. Après ça, il y a le confinement. C'est une situation très inédite pour tout le monde, mais pour les danseurs particulièrement. Au début, c'est très agréable d'être au repos. Et puis, au fil du temps, on se rend compte que on n'est plus applaudi tous les soirs. On ne peut pas s'exprimer puisque c'était ma manière de m'exprimer et donc je ne peux pas m'exprimer. J'ai pas la reconnaissance que j'ai tous les soirs parce que le Crazy, c'est aussi ça, ça devient très addictif puisque on est sublimé et on est applaudi. On vient nous voir danser et on est applaudi, donc on a ce merci instantané. Je pense que c'est un des seuls jobs où on a ce merci instantané, c'est-à-dire que dans n'importe quel travail, on ne se fait pas applaudir à la fin de la journée. Moi, je quitte vraiment mon travail en me faisant applaudir et on vient me faire des retours, etc. Donc ça devient complètement addictif. Mais il y a cette longue pause où je me demande où est-ce que mon rêve va aller parce que j'ai, pour moi, pas tout découvert parce qu'il reste toujours à découvrir, mais je connais tout du Crazy. En plus, je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, donc je connais vraiment tout du Crazy. Et puis, il y a le confinement et j'ai besoin d'un autre moyen de m'exprimer et je réfléchis à ça. Le confinement se termine, on reprend le Crazy et je ne le vis pas du tout de la même manière, c'est-à-dire que mon rêve était consommé. Je suis toujours assez contente d'être là, mais mon rêve était consommé, j'ai plus du tout le même moteur, je me sens plus du tout de la même manière et donc c'est à ce moment-là que commencent à venir les questionnements d'abord et puis après les autres projets que j'ai dans ma vie. Quand tu commences à réfléchir à en gros d'autres moyens d'exprimer ta créativité, est-ce que du coup à ce moment-là tu réalises que finalement ton moteur il n'était pas uniquement le Crazy mais il y avait quelque chose de plus profond qui était peut-être juste un besoin urgent ou extrême d'exprimer tes émotions, d'exprimer ta créativité, qu'il se trouve que ça s'est focus sur le Crazy parce que c'est un univers pour lequel tu as eu une fascination.
Mais au final, ce rêve, il continue de perdurer parce qu'en fait, l'obsession, elle vient de quelque chose de plus profond que uniquement ça. Et une fois que tu réalises qu'effectivement, tu peux mettre ça au service d'autre chose, comment tu fais pour comme cadrer ça et te dire, ok, j'imagine que ça pourrait aller vers telle ou telle discipline. Et tu vois, parce que tu es tellement reconnu dans ce rôle, tu es tellement à ta place, parce que c'est tellement là où tu devais être. Comment tu fais pour trouver la légitimité de te dire, en fait, non, je vais me réinventer d'une autre manière dans un autre rôle qui sera encore très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent? Alors la légitimité, c'est compliqué. C'est même encore compliqué aujourd'hui. C'est même encore compliqué d'être là et de parler de ma vie. Mais en fait, c'est pas quelque chose que j'ai découvert ou que j'ai cherché. Les autres moyens d'expression, c'est des choses qui ont toujours été là. Certes, la danse, c'est mon premier canal de créativité et d'expression parce que c'est ce que j'ai connu tout de suite. Et c'est ce qui me semblait avoir le droit de faire. J'avais le droit de le faire parce que j'ai eu mal au corps, parce que j'ai eu les pieds en sang et que j'ai passé des heures dans des studios. Donc, tous ces mauvais côtés, entre guillemets, m'ont moi rassurée en me disant que j'avais le droit de le faire. Au final, quand j'ai fait le point, j'ai toujours rêvé autant être au Crazy qu'être dans les loges du Crazy. Je consommais tout ce qui sortait sur le Crazy et je voulais vraiment faire partie du monde en intégralité. Et je me suis rendu compte en sortant du confinement, quand j'ai commencé à écrire, j'ai toujours écrit, mais j'écris particulièrement quand ça va pas très bien. Et donc j'ai commencé à écrire quand j'ai repris le Crazy et que je me sentais plus du tout animée de la même manière. Et très rapidement, ces écrits, en fait, ils se sont transformés avec des images que j'avais en tête, mais des images que j'avais aussi déjà. Parce que j'ai toujours adoré la photo et la vidéo, ça a toujours été une autre de mes passions très présente dans ma vie. Et donc j'ai toujours fait ça au Crazy en fait, j'ai toujours été depuis le début avec ma caméra, avec mon appareil photo à enregistrer des choses. Et quand j'ai commencé à écrire sur moi d'abord et puis sur certaines filles qui m'inspirent parce que au Crazy j'ai surtout, j'ai apprécié la scène etc, mais j'ai surtout découvert des parcours et des femmes qui sont incroyables. Et donc j'avais ces images et j'avais mes écrits à moi et je me suis dit que finalement c'était évident de faire ça. C'était un rêve beaucoup plus timide et beaucoup plus dur à s'avouer parce que je me sentais pas légitime de le faire et que pour moi je n'avais pas fait le parcours pour, contrairement à la danse, mais je le fais quand même parce qu'au final c'est quelque chose qui a toujours été présente en moi si je fais le point. C'était juste que c'était beaucoup plus enfoui parce que je me permettais pas d'en rêver. Est-ce que tu penses aussi que, parce que là finalement c'est comme si tu allais passer de l'autre côté, puisque c'est toi qui vas mettre en lumière d'autres personnes, bon, notamment là à travers ton projet de documentaire sur les coulisses du Crazy, mais même, et ça on pourra aussi en parler par rapport au studio créatif que tu es en train de développer aussi, l'idée c'est de mettre en lumière d'autres personnes. Est-ce que tu penses que ça y est, tu as atteint le maximum d'exposition, on va dire personnelle, et en gros maintenant tu as besoin de redistribuer ça d'une autre manière, et c'est vraiment comme une sorte d'étape ou est-ce que tu n'exclus pas du tout demain d'être à nouveau, bon même si aujourd'hui tu es toujours au Crazy, mais demain d'être à nouveau au devant de la scène dans un autre type de projet? Est-ce que tu penses que c'est une forme d'étape dans ta vie aussi? Alors, dans mon documentaire, par exemple, donc on est 6 femmes à être présentes dans le documentaire, dont 5 à l'image. Parce que pour moi, c'était extrêmement important de ne pas apparaître à l'image. Effectivement, j'ai passé ce step-là, parce que dans mon documentaire, je traite aussi de tout ce qui est l'exposition, etc. Et moi, j'ai vécu cette chose-là de manière assez saine, c'est-à-dire qu'effectivement, j'étais tous les soirs sur scène et applaudie. Et puis j'ai préféré être derrière parce que j'ai préféré mettre en lumière les histoires des autres. J'ai raconté mes histoires, j'en ai encore plein à raconter, mais j'ai envie de mettre en lumière surtout celles des autres. Parce qu'au final, je pense qu'on est un petit peu tous obsessionnels de savoir, de raconter ses histoires à soi, mais de savoir celles des autres surtout. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Alors, une fois que ça commence à prendre forme un peu dans ta tête, du coup, comme tu n'as pas cette formation professionnelle de comment on réalise un documentaire, j'imagine que tu commences par écrire.
Comment ça se passe du coup? Tu te dis, bah, je sais pas, genre, ça viendra comme ça viendra, ou est-ce que tu cherches vraiment à formaliser les choses, à le professionnaliser entre guillemets? Alors, je m'entoure forcément parce que je ne sais pas comment faire, mais moi je ne sais pas travailler. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai été guidée par ma passion et tout ce que j'ai fait c'était par passion. Et donc je ne suis pas très méthodique, je ne suis pas très organisée, j'ai essayé de faire des plans, etc. Mais c'est plutôt des flashs qui me viennent avec mes écrits, avec mes images, et c'est très instinctif. Donc je m'entoure effectivement parce que je sais qu'il y a quand même des limites à l'instinct et qu'au bout d'un moment il faut faire les choses, il faut mettre exactement ce que j'ai en tête en réel. Mais je suis très instinctive, donc je fonctionne comme ça. Tout est dans ma tête et j'ai pas essayé, même si je me sentais pas forcément légitime de le faire au début, j'ai quand même pas essayé de faire une école de réalisatrice ou de passer par des chemins qui me semblaient plus, qui m'auraient rassurée dans ma légitimité. Moi je me dis quand même que en fait, j'ai quelque chose à raconter qui est beau, qui est universel, parce que c'est pas uniquement... J'ose espérer que ce documentaire ne sera pas regardé que par les danseuses du Crazy. C'est un documentaire sur les femmes qui questionne beaucoup qui répond, j'espère, à des questions sur les femmes et sur la société. Et donc, voilà, et en fait, quand tu commences à en parler, est-ce que comment tu te sens perçu par l'extérieur en fait? Est-ce que tu as le sentiment que c'est ok, ou est-ce que tu as le sentiment que quand même les gens veulent toujours te ramener dans le rôle que tu es censé avoir pour l'instant, qui est vraiment celui de la danseuse soliste du Crazy? J'ai quand même une place particulière au Crazy parce que j'ai quand même un petit caractère assez particulier, surtout quand je suis en grand groupe. Et j'ai toujours pris une autre place au sein du Crazy que celle de danseuse. Donc dans le Crazy, ça a paru assez évident à tout le monde que finalement je fasse ça. Parce que j'ai toujours fait des photos, de la vidéo, que j'ai toujours beaucoup parlé. Voilà. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué pour certains, mais la plupart du temps vraiment plus facile. Parce que justement, les personnes ne sont pas au Crazy, ne connaissent pas vraiment mon parcours et trouvent ça passionnant, et donc on me laisse faire ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, si toi, tu arrives à te donner plus ou moins la légitimité de le faire, parce que en fait, finalement, ce que je comprends, c'est que c'est pas vraiment cette question que tu poses, c'est juste à nouveau, tu es animé par quelque chose qui te pousse, et en fait, finalement, tu n'es même plus dans ce questionnement de est-ce que j'ai le droit ou pas de le faire. Bien sûr, je comprends bien que c'est moins évident, mais dans tous les cas, ça reste un moteur, de la manière que la danse est un moteur, le moment de faire le Crazy a été un moteur. Et est-ce que, à travers, quand tu commences à le mettre en place, quand tu commences en tout cas à faire un peu le montage et différentes choses, est-ce que derrière ça, il y a tout de suite un message, en fait, alors j'imagine plusieurs, mais est-ce qu'il y a un message particulier où tu te dis, voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment que ce documentaire, il fasse passer ce message-là? Est-ce qu'il y a un côté qui est plutôt esthétique, parce que c'est aussi ce qui t'a donné le crédit, donc, ou est-ce que vraiment le fondement même de ce documentaire, c'est vraiment, comme tu disais, plus quelque chose de société? Et si oui, c'est quoi le message principal que tu aimerais faire passer? Alors, le tout début de la question, qui sont longues. Je me sens pas du tout légitime de faire ce documentaire. Je me sens pas du tout légitime, mais je me pose pas la question. C'est comme je me posais pas la question de est-ce qu'il faut aller dans le studio de danse, est-ce qu'il faut danser, etc. J'ai retrouvé mon petit pote qui est à côté de moi et qui me pousse. J'ai retrouvé mon moteur et donc je me pose pas la question. Au fond de moi, non, je me sens pas légitime parce que je ne sais pas faire, mais je me pose pas la question parce que c'est mon rêve qui va faire. Finalement, moi, je suis accompagnée, il est à côté de moi. Et, voilà. Après, pour le message du doc,
Moi, c'est quelque chose qui est aussi fait pour moi. C'est vraiment un... On va pas dire que c'est un égo trip, mais c'est quand même quelque chose que je fais pour moi, pour me prouver aussi que je peux m'exprimer d'une autre manière que celle du corps. Là, c'est complètement différent parce que dans la danse, c'est quand même, comme beaucoup d'autres arts, mais c'est un langage universel. Il n'y a pas de mots, tout le monde peut comprendre, peu importe la langue qu'on parle. Là, mon documentaire, il y a des mots, il y a ma voix, il y a mon histoire, il y a celle des autres filles, qui est beaucoup plus importante que l'image. Mais évidemment, je suis amoureuse de l'esthétisme du crazy, je suis amoureuse globalement des belles choses, et donc j'ai envie que ce documentaire soit beau. Mais pas beau avant tout, je veux surtout qu'il soit intéressant. Et les questions que je soulève dans le documentaire, donc c'est un documentaire qui sera en 4 temps, qui sera évidemment sur le crazy, puisque je suis des danseuses du crazy. Je suis 6 filles. La première partie, c'est la partie du rêve, donc le début de ma vie, que vous avez entendu au début. Donc c'est qu'est-ce qui nous pousse, quel est le moteur, pourquoi une petite fille arrive à aller danser, etc. Et puis qu'est-ce qui la pousse à faire ça. Et puis donc ce rêve-là jusqu'à l'accomplissement du rêve, jusqu'à l'arrivée au crazy. La deuxième partie, c'est toutes les belles découvertes du crazy, auxquelles on ne s'attendait pas, parce que quand on arrive au crazy, on pense que voilà, il y a des costumes et que c'est sympa de danser sur scène. Mais on découvre des choses un peu plus profondes, on découvre l'accord que nous donne le public chaque soir, le consentement qu'on a du public chaque soir. On a comme une validation, comme je disais tout à l'heure, les applaudissements, on a un tampon de ok, c'était bien, voilà. Et cette chose-là, ça passe à la troisième partie, elle peut devenir un petit peu, ça peut devenir un petit peu notre ennemi aussi, parce qu'on peut être en quête de cette validation du public, plus globalement quand on sort du crazy de la société en général. On a envie d'être reconnu, on a envie d'être applaudi, même si on va pas évidemment être applaudi, mais on a ce besoin-là de convaincre, de séduire, et finalement je fais le parallèle avec ce qui se passe pour nous sur scène. On séduit de manière à simplement convaincre l'auditeur, le spectateur, etc. Et cette chose-là, elle devient pas malsaine, mais elle devient très très présente dans notre vie, et on arrive à devoir chercher tout le temps le d'accord, l'approbation des gens qui nous entourent, et ça devient aussi très addictif d'être connue en tant que danseuse, qui plus est danseuse au crazy, donc il y a une esthétique qui est très beau, etc. Comment on sort de ça? On a dernière scène par exemple, et je suis des filles qui se présentent plus par une scène à l'extérieur parce qu'elles sont devenues complètement en fait des filles du crazy, et qu'elles pensent que je ne juge pas, je trouve ça hyper intéressant, mais elles pensent que c'est ce qui leur donne, ce qui les fait entièrement, ce qui leur donne de l'importance, etc. Moi, justement, avec mon documentaire, j'essaie de montrer à moi-même que je peux m'exprimer de manière différente et de ne pas être juste importante parce que je fais sur scène. J'essaie de permettre aux filles que je suis de s'exprimer aussi d'une autre manière et de faire un petit peu une thérapie. En fait, c'est un peu comme si... en fait, est-ce que tu trouves que du coup, des problèmes de société auxquels on est confronté, qui peuvent être effectivement le regard de l'autre, le besoin d'approbation, la légitimité, etc. En fait, j'imagine, dans le cadre du crazy, c'est encore plus décuplé, mais finalement, c'est que le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie, en fait, d'une autre manière. Donc, quand tu as construit le documentaire, tu l'as fait sous cet œil-là parce que c'est ton quotidien, mais est-ce que toi, t'étais déjà, je ne vais pas dire engagé, mais interpellé par des problématiques de société qui de toute façon te touchaient, peu importe, indépendamment de ton travail de crazy, parce que dans la vraie vie, tu côtoies plein de gens et tu fais aussi plein de choses. Est-ce que c'est des sujets auxquels tu étais déjà sensible, indépendamment de ce qui se passe au crazy, et on pourra retrouver aussi à travers le documentaire, c'est particulièrement cet axe-là, par exemple, que tu veux mettre en avant? Bien sûr, c'est des sujets auxquels je suis sensible
tous les jours. Et c'est pour ça justement que j'ai envie de faire un documentaire qui n'est pas exclusivement... j'ai pas envie de faire un reportage sur Crécy. Là, je dis beaucoup le mot Crécy parce qu'on parle voilà, de ce lieu, mais j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit universel et pour toutes les femmes, parce qu'il y a plein de choses qui me touchent énormément. Nous, au Crécy, on répond complètement quand même à une norme, on répond à des exigences, et je trouve que cette norme et cette exigence, c'est quelque chose qui est visible en fait hors Crécy instantanément, dans la rue ou n'importe où dans notre société. Et voilà, c'est ce que je questionne. Ce documentaire, il est venu aussi un petit peu, en fait, il est venu tout de suite, il est venu il y a 6 ans quand je suis rentrée au Crécy. Alors, je ne me l'avouais pas, mais quand on arrive au Crécy, on doit répondre à des interviews, il y a beaucoup de reportages qui sont faits sur nous, etc. Et donc, moi, quand je suis arrivée au Crécy, j'avais 20 ans, j'avais toujours rêvé d'être au Crécy, et j'avais une famille qui m'a toujours soutenue pour être au Crécy. J'arrive au Crécy et je dois répondre à un interview et je réponds à un journaliste qui me pose comme question, la première question, c'est « Il en pense quoi votre père ? Et il en pense quoi votre mec ?» En fait, je me dis « C'est fou quand même ». J'ai pas de réponse sur le moment, parce que en fait, je ne comprenais même pas la question, parce que moi, mon père, il était tellement, il me disait tellement « Si t'es heureux, je suis heureux ». Donc il n'y avait pas ce côté-là. Donc déjà, j'ai commencé à me poser des questions sur « Ah, mais en fait, le Crécy, ça peut être quand même vu comme quelque chose de sulfureux, mais est-ce que ton père va venir te voir danser ou là ?» Mais moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc c'est vrai que j'étais surprise de ce côté-là. Et j'étais surprise qu'un homme me demande en première question, après avoir fait 20 ans de danse et 4 castings du Crécy, me demande qu'est-ce que les hommes qui m'entourent pensent de moi. Et ce truc-là, j'ai jamais réussi à y répondre, mais ça fait finalement 6 ans que je réponds. 6 ans que je me pose la question, en tout cas c'est la plus longue question de ma vie, parce que je me pose encore la question. Je n'ai jamais répondu, mais je me pose encore la question, et je vais essayer d'y répondre. Enfin non, je n'essayerai jamais de répondre à cette question, parce que je la trouve folle, mais en tout cas, je vais essayer de démontrer cette question dans mon doc. Voilà, je vais essayer de faire comprendre que ce n'est pas une question en fait. Est-ce que ça veut dire que c'est pas une question aussi parce que toi, d'une manière générale, le regard des autres sur toi, et particulièrement, enfin, ça peut être le regard des hommes, mais le regard des autres sur toi, c'est pas quelque chose qui pourra de toute façon conditionner quoi que ce soit, parce qu'à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, ça passera toujours au-dessus de ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui ont du mal à dépasser le regard des autres pour pouvoir réaliser des choses qu'ils ont vraiment envie de faire, mais juste parce qu'ils se disent j'arrive pas à l'assumer en fait. Mais est-ce que ça c'est quelque chose toi en fait finalement que tu as toujours dépassé? Alors je l'ai pas toujours dépassé, mais il y a quand même une particularité quand on est danseuse et quand on passe à peu près 5 heures au minimum en studio par jour, c'est qu'on passe ces 5 heures par jour face à un miroir. Et donc en fait face à nous. Donc on est notre premier juge, on est les premiers à se donner nos barrières, justement à pousser ces barrières, etc. Et donc je me fais confiance plus à moi qu'à n'importe qui. Je n'ai pas une confiance en moi extrême, mais en tout cas dans ce que je pense et dans ce que j'ai envie de faire, je me crois moi plus que n'importe qui n'est pas connecté à mon cerveau, qui n'est pas connecté à mon cœur et qui ne sait pas ce que je dois faire et ce que je peux faire. Donc ça n'a pas été un handicap pour toi en tout cas, le regard des autres sur toi? Ou est-ce que finalement le regard de toi sur toi-même c'est plus handicapant que le regard des autres sur toi? C'est ça. C'est que je suis forcément mon premier juge, que je suis un juge quand même pas très sympa avec moi, donc c'est plutôt ça. Je m'en fous pas du regard des autres. J'aimerais, parce que ce serait beaucoup plus facile, mais ça c'est vraiment une norme de notre société. On essaye d'aller jusqu'à une forme de liberté pour justement se libérer de toutes ces barrières-là, mais je pense qu'on n'atteint jamais. On se dit, aujourd'hui je m'habille comme je veux parce que voilà. Au final, on s'habille comme on veut par rapport à ce qu'il est quand même ok de faire. Mais on ne sait pas, c'est notre tête qui nous dit ça. C'est les barrières qu'on a vraiment dans notre tête, c'est pas conscient.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est en fait, oui, le regard des autres, il m'importe, et dans mon quotidien, ça peut me déranger. En fait, finalement, sur des choses assez basiques du quotidien, de effectivement comment je vais m'habiller, là je vais parler en public, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Mais par contre, si jamais c'est corrélé à une passion chez toi ou quelque chose que tu n'as pas envie de faire, finalement, dans ce coup, tu t'en fiches. Exactement. C'est fou, tu vois, de se dire, bah, en fait, j'ai aucun problème à monter sur scène, à être regardée par plein de gens que je connais pas, et à être mise en scène d'une certaine manière qui n'est pas forcément représentative de qui je suis d'ailleurs. Mais par contre, demain, quand je vais enfiler mon jean, je vais quand même réfléchir, est-ce que le top que je mets au-dessus, c'est ok ou c'est pas ok, tu vois. Complètement. Non, ça c'est très paradoxal. Je suis quelqu'un de très timide. Et sur scène, au Crazy, où on est qui plus est alors, très peu vêtu dans les faits, mais il n'y a pas un endroit où je me sens plus habillée et plus protégée que sur cette scène-là. Je me permets tout. Parce que je ne suis pas la même personne, parce que je suis là pour ça, et je ne me pose pas la question. C'est ça qui crée aussi l'addiction, c'est que c'est un endroit, et je souhaite à tout le monde d'avoir un endroit comme ça, où on ne se pose aucune question. Et où tu te sens en sécurité. Je me sens complètement en sécurité. Alors que quand tu sors de là, c'est pas forcément le cas quand tu es en société. Donc si on doit parler un peu de comment les choses se sont diversifiées, donc il y a ce documentaire qui est en cours, sur lequel tu travailles, etc., qui devrait a priori sortir courant 2024, on n'a pas encore la date exacte. Et il y a aussi le studio créatif que tu as cofondé, d'ailleurs, et du coup, là aussi, parce que c'est à la limite le documentaire, je me dis, bah, en fait, c'est un peu la suite logique, puisque effectivement, t'es dans les coulisses du Crazy et en fait, t'as envie juste de rendre ça beaucoup plus visible. Et alors, le studio créatif, comment ça vient et c'est quoi l'objectif aussi à travers ça et qu'est-ce qui t'anime aussi dans ce studio, dans ce projet? Moi, tu vois, je me serais dit que le studio créatif, c'était plus logique que le documentaire. Bon, même si là, effectivement, c'est un documentaire sur le Crazy, etc. Mais dans mon rêve absolu, je veux faire du documentaire dans ma vie. Je veux raconter d'autres histoires que celle du Crazy. Le studio créatif, c'était une évidence. Donc on a monté avec Grace, qui est là, qui est mon âme sœur créative. On est la même âme créative dans deux corps différents. On a vécu le même parcours aussi. On est toutes les deux danseuses. On n'a pas fait du tout les mêmes expériences, mais on s'est rencontrés il y a 4 ans, 3 ans. Et on a vécu la même chose, juste pas dans les mêmes endroits. Et donc, quand on est danseuse et qu'on est très rapidement en internat, en appartement, en tout cas loin de sa famille, les amis et les amis danseurs, ça devient très rapidement notre famille. On accorde une importance folle à nos amis. Et donc, on garde ce lien un peu particulier pour l'après. Et c'est un lien qu'on connaît toutes les deux très bien. Et donc, on s'est très vite rapprochés, fusionnés toutes les deux. Et c'était évident pour nous de créer ça, parce que ça. Donc, c'est un studio créatif qui s'appelle PAG, on crée de l'image, on crée du contenu, que ce soit photo ou vidéo, qui est basé sur un questionnement du corps et des mouvements, des possibilités et des impossibilités du corps, que ce soit par le réel ou par l'irréel. Donc on questionne tout le temps ce qui est réel, ce qui est irréel, ce qu'on peut faire nous de manière technologique, ce que notre corps peut faire vraiment. Donc on est nos premiers sujets, parce qu'on est un petit peu un studio de recherche aussi, donc on recherche un petit peu sur nous et puis après on essaye avec ça, avec nos questionnements sur le corps et avec nos histoires à nous qu'on avait quand on était petite et qu'on a eu en grandissant, à faire des images. Voilà. Mais nos images, elles ne sont jamais faites de manière juste comme ça pour faire une belle photo. C'est une histoire qu'on avait envie de raconter quand on avait 8 ans ou quand on en a 28 et qu'on met en lumière. Et avec ça, évidemment, il y a nos passions qui grandissent, à savoir nos passions pour la mode et pour l'art. Et donc on essaye de marier tout ça dans des images. Moi j'ai eu l'occasion d'en voir, mais du coup concrètement, en fait il y a des questions de proportion des membres du corps. Et quand tu dis il y a la possibilité et l'impossibilité du corps,
Concrètement, c'est par exemple, tu essayes de faire une posture, enfin, tu veux représenter une image avec une posture, il y a ce que ton corps peut faire, et est-ce que la technologie va faire. Donc tu vas par exemple allonger les bras ou des proportions différentes. L'idée, c'est pour que les gens puissent comprendre concrètement à quoi ça peut ressembler. Est-ce que tu peux donner un exemple? En fait, on se pose vraiment des questions sur notre corps, parce que je pense qu'on connaît très très bien notre corps. En ayant été danseuse, en étant danseuse, on connaît très très bien notre corps, donc c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes possibilités que tout le monde, mais on questionne notre corps sur ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Mais après, c'est de manière plus globale. Par exemple, notre dernière série, on a fait une série dans des vestiaires de danse, donc une série de photos dans des vestiaires de danse, où on était masqués, donc c'était pas nos vrais visages, mais c'était des masques de visage. Et c'était des masques qui étaient beaucoup plus vieux que ceux à quoi on ressemble nous. Donc c'était des masques un petit peu ridés, etc. On était dans ces studios avec nos corps qui restent quand même relativement assez jeunes. Et ces photos, on les a faites parce que, en fait, quand on commence la danse, on nous dit tout le temps qu'à 30 ans, c'est terminé. À 30 ans, on est heureux. Et quand on grandit en tant que femme avec cette idée-là, déjà qu'à 30 ans, en tant que femme, on nous pose énormément de questions, on a une énorme pression, parce que 30 ans, quand même, j'ai des enfants, t'es dans quelle situation, etc. Pour les femmes. Pour les hommes, à 30 ans, c'est encore ok, mais pour les femmes, on nous pose ces questions-là. Et nous, en tant que danseuse, on nous dit qu'à 30 ans, c'est fini, quoi. Il faut penser à autre chose. On est en retraite, en reconversion, en retraite, mais en reconversion. Et donc ce regard-là, sur nous, il est, comme je disais tout à l'heure aussi, on passe des heures et des heures devant des miroirs, donc on ne sait plus vraiment ce qu'est la réalité ou pas, à quoi on ressemble. Pourtant on est censé être les personnes qui se connaissent le mieux, et on ne sait plus vraiment à quoi on ressemble, si ce qu'on voit c'est réel, c'est irréel, si on est âgé, si en fait tout va bien, parce qu'on n'est pas du tout... Voilà. Donc c'est des questions qu'on se pose, mais à travers une image, où on donne généralement pas tellement d'explications, parce que c'est ça qui est beau aussi avec une image, c'est que chacun se fait son interprétation, comme dans la danse, c'est un langage universel, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langue, et donc chacun ressent ce qu'il veut, et chacun y met l'émotion qu'il veut. Donc en fait, c'est devenu un autre moyen d'expression aussi pour toi. Et c'est aussi pour faire passer d'autres messages, parce que là, ce que tu dis, c'est aussi un peu la même... Enfin, c'est aussi des messages de société, en fait. Donc j'imagine qu'il y a des moments où il y a des projets qui sont plus vraiment dans l'esthétique, parce qu'avec les corps, on peut faire des... Et surtout, si tu mélanges ça avec la technologie, etc., on peut faire des images qui visuellement ont un esthétisme assez fou. Mais il y a quand même toujours aussi cette volonté de faire passer un message de société. Et donc du coup, ça en vient à cette question un peu principale qu'on se pose, nous, chez Moleskine. Est-ce que tu penses que la créativité peut changer le monde, ou en tout cas impacter le monde de manière positive? Et en quoi, en fait, ça pourrait participer à ça? Alors, moi, vraiment, tout à fait personnellement, je ne pourrais pas vivre dans un monde où je ne peux pas créer, je ne peux pas imaginer. C'est-à-dire qu'il y a la vie, la survie, et puis il y a la création qui est pour moi toute la qualité de la vie. Et j'aurais pas envie de vivre si je pouvais pas faire ça, parce que c'est vraiment mon moteur. Après, la créativité peut-elle changer le monde? La créativité artistique, pour moi, oui, elle peut changer le monde, elle peut tout du moins y contribuer, parce que c'est un questionnement sur des normes de société. Et que même si, par exemple, pour que ce soit mon documentaire ou venir me voir en spectacle ou regarder une photo de Pag, et si quelqu'un se pose une question, si quelqu'un pousse un petit peu la limite de ce qu'il pense, si il repousse un petit peu les normes et qu'il comprend que ça c'est quelque chose qui est normé et que c'est peut-être pas normal, voilà. Donc, en fait, si la moindre personne se pose une question sur ce que moi j'ai créé, ça fait déjà changer le monde. En tout cas, moi, ça fait changer mon monde. Et je pense que ça fait changer le monde quand on se pose des questions. Après, la créativité, ça change le monde pour plein d'autres choses. Ça permet énormément d'empathie.
ça développe toutes les émotions, ce qui fait forcément changer le monde aussi. Et ça donne aussi une forme d'ouverture d'esprit, parce que comme tu disais, alors après, toute la question, elle est, comme c'est assez subjectif en fait, au final, alors après il y a différentes formes de créativité, et effectivement, l'écriture aussi s'en vient, c'est peut-être un moyen plus direct pour faire passer des messages, etc. Mais effectivement, c'est un moyen d'ouvrir l'esprit des gens en leur disant, voilà, il y a la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec les normes qu'on lui connaît et les limites du coup que ça impose. Et puis il y a un autre regard un peu alternatif qui vous permet de déconstruire, et ça, je pense que c'est assez long et complexe, parce que tu vois, tout ce que tu dis, par exemple, le regard que la société porte sur les femmes, etc., honnêtement, c'est des sujets, ça fait quand même maintenant des années qu'on en parle, et c'est affreux de se dire qu'aujourd'hui encore, on a des gens qui parlent comme ça. Et je pense que nous, je dis nous parce que voilà, on est à Paris, on est dans un milieu plus ou moins créatif, clairement on est des gens privilégiés, donc déjà on évolue dans un milieu où les gens sont hyper éduqués par rapport à ces questions-là. Enfin moi honnêtement à tel point que je pense que j'ai oublié que la majorité du monde pensait encore comme ça, parce que je suis tellement pas confrontée dans mon quotidien à ce genre de réflexion, parce que les gens qui m'entourent c'est pas ça, et dans nos métiers c'est quand même un peu moins ça, qu'à chaque fois que ça arrive c'est toujours un espèce de choc de se dire on en est encore là. Donc je pense qu'effectivement, peu importe les moyens d'expression, à travers la créativité on peut faire passer des messages, et comme tu dis, déjà ça permet aux gens de s'interroger et de se dire, ok, c'est peut-être qu'en fait la manière que j'ai de voir les choses c'est pas la bonne, et du coup je vais ouvrir une réflexion sur ça, c'est déjà gagner quelque chose. Mais dans le travail en tout cas que Moleskine et la fondation Moleskine fait, il y a aussi une autre approche de est-ce que la créativité peut changer le monde. Donc il y a cette approche-là dont on pourrait débattre en vrai pendant des heures parce que c'est un sujet à lui tout seul. Et il y a aussi une autre approche, c'est pour quelqu'un qui a rien, en fait, qui est pas né dans un contexte ou dans une famille qui lui permet d'avoir des possibilités, soit parce qu'en termes d'ouverture d'esprit c'est pas possible, et demain une fille vient dire à ses parents j'ai envie d'être danseuse, ils vont dire ça veut dire quoi, c'est pas du tout envisageable pour nous par exemple, ou bien c'est une question de moyens financiers, ou bien c'est une question de culture parce que c'est quelqu'un qui naît dans une famille où en fait il y a un parcours qui est tracé et on demande l'avis à personne. Est-ce que tu penses que la créativité, si on a ça à l'intérieur de soi, ça peut permettre de dépasser plein de barrières, même ce type de barrière-là, et ça devient quand même une richesse, même pour des gens qui ont accès à vraiment pas grand-chose? Oui, moi je pense. Je pense en tout cas que si on est poussé par quelque chose, par un moteur qui est un peu plus fort que nous, il n'y a pas grand-chose qui ne peut pas être dépassé. C'est-à-dire que le manque de moyens, pour moi, les gens qui brillent le plus, les plus grands artistes, etc., c'est pas ceux qui ont tout de suite eu... pour un peintre, c'est pas celui qui a eu forcément tout le matériel qu'il fallait au moment où il fallait. Il y a des danseurs extraordinaires qui... il y a un danseur extraordinaire qui s'est formé complètement après une guerre. Et c'était du coup la création de la barre à terre, parce qu'il n'y avait plus de mur, donc plus de barres. Parce que nous, dans les cours de danse, on a des barres au mur, mais il n'y avait plus de mur, donc plus de barres. Donc il a créé sa méthode, qui était de faire une barre, mais au sol, et qui est devenue une méthode. Maintenant, on prend des cours de barre à terre, mais il a fait ça et c'est devenu un danseur fou. Et il y a 1 milliard d'artistes comme ça, donc je pense que c'est justement un bon moteur pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir, si on est porté par cette créativité et qu'on a envie de pouvoir raconter tout ce qu'on a au fond de nous et toutes ces histoires, etc., je pense qu'il y a toujours un moyen d'y arriver. Après, ça dépend où on veut arriver aussi, mais en tout cas, de montrer sa créativité, il y a toujours moyen de le faire. Après, quand c'est des histoires de parcours déjà tracés, etc., je pense qu'il faut rajouter à ça énormément de courage. D'ailleurs, pour les deux cas, il faut rajouter à ça énormément de courage, mais moi, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très courageux, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très passionné. Voilà. La détermination plutôt. Pour des personnes qui vont pouvoir revoir ton intervention et qui seraient des jeunes adultes qui sont en train d'essayer de réaliser leurs rêves, etc.
Et dans le lot, parce qu'à travers la fondation, on travaille aussi sur un programme qui s'appelle Artwork, où en fait on permet à des jeunes défavorisés un peu partout dans le monde de déployer leur potentiel créatif. Et en fait, on se rend compte que souvent, ils ne se rendent pas compte de la valeur que ça peut avoir parce que ça leur paraît tellement secondaire de je sais dessiner ou je sais écrire ou parce qu'ils se disent en fait moi j'ai juste besoin de gagner de l'argent et de manger, donc au final ça je vois pas trop où est-ce que ça va m'amener. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message d'espoir entre guillemets qui leur permettrait de se dire bon en fait si c'est quand même possible quoi. Si j'ai cette créativité au fond de moi et j'ai envie d'exprimer malgré tous les contextes, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil en tout cas ou comme tips pour se dire ok qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux le faire, parce que je pense qu'à plein de moments, là j'ai pris cet exemple là parce que c'est un exemple concret, mais en fait je pense que dans plein de contextes on le retrouve, c'est effrayant aussi, c'est-à-dire qu'on se dit on a ce truc là et on ne sait pas quoi en faire en fait. Et du coup, ça peut créer une forme de frustration, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une vie qui n'est pas celle pour laquelle on est destiné. Et en même temps, d'aller vraiment vers celle pour laquelle on est destiné, c'est tellement angoissant parce qu'on a l'impression que c'est tellement impossible qu'on reste dans un espèce de truc entre deux. Et je me demande si au final, c'est pas pire que clairement de juste pas avoir de talent et se dire, bah, en fait, au final, tu vois, c'est pas mal, je fais un petit truc qui est cool et ça correspond juste à des compétences et c'est bien, tu vois. Je pense qu'effectivement c'est pire d'avoir quelque chose et de ne pas réussir à l'exprimer. Je pense que j'ai pas le conseil absolu, mais mon conseil c'est de toujours continuer, de créer de plus en plus, parce que je pense qu'aussi la confiance en ce qu'on fait naît au fil du travail. On ne peut pas écrire un texte et se dire c'est ça, je veux sortir 10 livres. Il faut énormément travailler et continuer là-dedans, si c'est ton moteur, pour voir, pour tester ses limites et voir jusqu'à où ça nous porte. Et quand tu arrives à un certain stade où tu te dis que tu n'as pas le choix, eh ben, tu y vas et tout le reste paraît secondaire. C'est sûr que quand au début tu n'as pas le choix parce qu'il faut gagner de l'argent, faire un travail plus standard, etc., et que tu es brimé, il faut prendre tous les moments que tu as à côté pour pouvoir quand même créer et avoir ce moyen d'expression quand même, qui peut-être sera suffisant et te permettra de continuer à vivre une vie un peu plus standard d'un côté et de l'autre côté, pouvoir s'exprimer d'une manière. Ça peut peut-être être une bonne balance. Et si c'est pas suffisant, à ce moment-là, il faut se jeter dans le vide, quoi. Il faut avoir peur et pouvoir y aller. La peur, c'est ce qui nous donne des ailes. J'ai pas posé cette question par hasard en fait. et du coup, avant de laisser la parole aux gens qui auront des questions à poser, dans tout ce que j'ai entendu de ce que Pauline a dit, bon, aujourd'hui et avant quand on a préparé ça, moi il y a quelque chose qui m'a honnêtement fascinée et qui m'a fait réfléchir aussi beaucoup, c'est la détermination. Parce que là on a entendu des petites bribes, etc. Mais en gros, je me dis, à 4 ans, tu commences une discipline à laquelle tu t'accroches plus que tout. À 8 ans, tu as une révélation. À 11 ans, tu quittes tes parents et tu vas faire une formation, etc. Ensuite, pendant des années, on est entre 5 et 6 heures de pratique par jour avec tout ce que ça implique en termes de rigueur, etc. Qui clairement te coupe d'une vie normale d'un enfant qui est dans l'insouciance, qui toi, tu es déjà en train de travailler en fait, en réalité, sans t'en rendre compte. Tu rentres, tu fais 4 auditions du Crazy avec une détermination où tu te crées ta propre opportunité. Tu fais la formation du Crazy qui dure 3 mois en 15 jours et tu apprends tout par cœur. Et finalement, tu deviens une des danseuses principales et très rapidement soliste avec presque tous les numéros solo. Et en fait, ce qui m'a impressionnée, c'est ça, c'est vraiment cette détermination. Et je pense que c'est aussi important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on est aussi quand même confronté à un monde où tu as des gens qui font rien et puis ils font une émission de télé-réalité et d'un seul coup, ils ont des villas à Miami ou je ne sais où. Et les jeunes générations ont l'impression qu'en fait, c'est aussi possible de devenir quelqu'un, entre guillemets, de manière facile. Et qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Et qu'en fait, on va essayer d'aller rencontrer les bonnes personnes et de se plier à une forme
tic-tac de la société. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, est hyper important de rappeler. Et tu l'as fait tout au long de cette conversation. Mais en fait, c'est du travail aussi. Et c'est un travail qui n'est pas un travail normal. C'est pas juste je dois faire un effort aujourd'hui. C'est aussi une détermination à toute épreuve. Et c'est ça qui fait, je pense, qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres moins, tu vois. C'est cette capacité aussi à se dépasser et à tenir cette rigueur sur du long terme. Parce que c'est dur, en fait, de faire un effort quand cet effort-là, il est constant et continu et qui fait que grandir. Et il y a des moments, il y a peut-être aussi des jours où tu te dis, mais en fait, moi, j'ai juste pas envie d'aller me lever là parce que tu travailles tous les soirs quand même au Crédit. Et j'ai juste envie, tu vois, genre de faire... ce soir, j'ai rien envie de faire en fait. J'ai juste envie de me faire un petit plat de pâtes chez moi et j'ai pas envie encore d'aller passer 4 heures sur scène. Et c'est comme ça, 6 jours sur 7 ou plus, en fonction des semaines. C'est quand même une discipline qui contraint ta vie de tous les jours depuis des années, tu vois. Mais en fait, je pense, tu vois, qu'il faut le bon moteur. Parce que tu parlais des influenceurs ou des villas Miami, etc. Et tu as dit devenir quelqu'un. Moi, je n'ai pas l'inspiration de devenir quelqu'un. C'est me trouver des choses à moi. J'ai envie de réaliser des documentaires pour apprendre des choses et montrer des choses et répondre à des questions. J'ai envie de créer des images pour interpeller. J'ai envie de danser pour moi, égoïstement, pour raconter mes histoires. Je ne souhaite devenir personne. Enfin, c'est venu au fur et à mesure, mais c'était pas du tout mon moteur. Je veux pas faire un buzz, quoi. Je veux pas d'émission de télé-réalité. Je veux juste faire mon art, pouvoir m'exprimer comme j'ai envie et pouvoir continuer à imaginer. En fait, je pourrais arrêter de danser demain parce que j'irai au corps, et pour plein d'autres raisons. Je continuerai à vivre. Pas aussi bien, mais je continuerai quand même à vivre relativement bien. En revanche, si on m'empêchait de créer et d'imaginer et de raconter mes histoires par n'importe quel moyen, que ce soit l'écriture, la photo, le mouvement ou plein d'autres moyens, là ce serait vraiment pas possible, je ne tiendrais pas une journée. Donc voilà, c'est juste ça mon moteur. C'est que j'ai besoin de libérer tout ce que j'ai dans ma tête. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de brouillons partout et j'ai besoin de raconter cette histoire par n'importe quel moyen finalement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Pauline, c'était vraiment passionnant et on a hâte de voir tous ces moyens d'expression se réaliser, se développer et on suivra aussi les avancées du documentaire et on espère avoir l'occasion de le voir très bientôt. Ouais, donc là on a 15 petites minutes si vous avez des questions, si vous voulez rentrer dans des... Vous n'hésitez pas. Oui. Bonjour, je pense que vous m'entendez bien. Bon, j'aurais plein de questions, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, vous m'avez vachement inspiré, vous avez dit énormément de choses super intéressantes, surtout celle de, plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un, s'exprimer. Je retiens vraiment ça, le principe de s'exprimer. Et en fait, vous me posez plein de questions depuis petite, et je pense que c'est ça la créativité. Je me posais la question entre création et créativité. Voilà, déjà se poser les questions, c'est extrêmement important. Et ma question, c'était qu'est-ce qui vous inspire? J'imagine qu'il y a énormément de choses qui vous animent, notamment répondre à toutes les questions que vous avez, même cette fameuse question de cet homme-là. Qu'est-ce qui vous inspire, en fait, surtout jour à jour? Il y a énormément de choses qui m'inspirent, il y a énormément de parcours et d'histoires de personnes qui m'inspirent. Il y a énormément de femmes qui m'inspirent, je suis énormément inspirée par les femmes. Beaucoup d'artistes, je consomme beaucoup d'art, que ce soit d'art visuel, je regarde beaucoup de films aussi. Je regarde beaucoup de spectacles vivants, donc je suis inspirée au quotidien. J'ai besoin d'être inspirée au quotidien. Ça peut être par n'importe quoi. En fait, je suis tellement, j'ai dit le mot histoire, tout le monde. Je suis tellement amoureuse des histoires, collectionneuse des émotions,
que n'importe quelle personne dans la rue peut être inspirante pour moi. Que ce soit si, par exemple, c'est un moment où je suis en recherche de mouvement, ça peut être très inspirant de regarder les gens se déplacer dans la rue. Voilà, je suis inspirée au quotidien par plein de choses. Après, j'ai des références artistiques qui me plaisent depuis longtemps pour plein de choses différentes, mais je suis inspirée au quotidien par tout ce que je regarde. Tout ce que je regarde, j'ai l'impression que c'est un peu d'une autre manière et je vois tout de suite mes projets. Bonjour Pauline, alors je voudrais revenir à la notion d'alter ego que je trouvais très intéressante en fait. Et je voulais savoir si justement cet alter ego que vous avez sur scène, est-ce que parfois vous essayez de vous ranger dans cette case dans votre vie? Est-ce qu'il y a des déplacements justement, est-ce qu'on attend que vous comportez d'une telle manière, vous exprimez d'une telle manière dans la vie? Est-ce qu'on vous range dans une case par rapport à votre concept de Crazy? Au Crazy ou à l'extérieur? Dans la vie justement. Dans la vie. Est-ce que les gens veulent voir cette danseuse en fait dans votre vie? Est-ce qu'il y a une fusion en fait de personnages et de qui vous êtes? J'essaye de faire en sorte que non. Par exemple, on a un nom de scène. Au Crazy, on s'appelle toutes par nos noms de scène, même la direction nous appelle par nos noms de scène, etc. Mais si quelqu'un de l'extérieur du Crazy m'appelle par mon nom de scène dans une scène du quotidien, ça va vraiment m'interpeller. Je vais trouver ça vraiment très bizarre. Donc, je suis. Mon nom de scène au Crazy, c'est Pixel Canon, donc je suis Pixel Canon au Crazy. Et si quelqu'un m'appelle comme ça à l'extérieur, je trouverais ça déjà probablement très bizarre. Et j'aurais vraiment l'impression que c'est mélanger des choses que j'ai pas du tout envie de mélanger. Après, il y a effectivement des attentes par rapport au fait que je sois danseuse à l'extérieur. Il y a aussi des attentes qui sont un peu plus malsaines par rapport au fait que je sois danseuse au Crazy. Et que quand on n'est pas venu voir le show ou qu'on ne l'a pas regardé d'une belle manière, on peut le comprendre d'une mauvaise façon. Et donc forcément, il y a des attentes par rapport à ça. En fait, il y a beaucoup de curiosité, parce que ça reste un endroit très mystérieux. Et donc, les gens sont très curieux, et parfois, ça peut être une curiosité qui est un peu trop poussée, quoi. Donc, et il peut y avoir aussi des attentes, par exemple, manucure, j'ai des ongles rongés parce que je suis quelqu'un de très stressé. Ça, c'est quelque chose typiquement qu'on peut me dire, attention au Crazy, on n'a pas les ongles parfaits. Non, je n'ai pas les ongles parfaits, je ne suis pas parfaite, je ne représente pas la femme fatale. Et comment est-ce qu'on gère ça justement? Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens qu'on est une personne et non pas seulement un personnage? Eh bien, j'essaye d'exister de manière différente qu'au Crazy. Moi, c'est une passion, et c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie, qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Donc ça fait 6 ans que je suis au Crazy. J'ai commencé à en rêver à 8 ans, je suis rentrée à 20 ans. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps que je suis passionnée par le Crazy et que ça prend énormément de place. Donc il n'y a aucun problème pour moi, j'adore en parler, je pourrais en parler des heures. Mais j'ai vraiment besoin maintenant d'exister d'une manière différente que simplement danseuse au Crazy. Je trouve que c'est une belle manière de s'exprimer, d'être sur cette scène, et qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour s'exprimer, qu'on ressent quelque chose d'incroyable sur cette scène. Et j'ai besoin maintenant de m'exprimer d'une manière différente. Il y a aussi toute cette légende autour des danseuses, c'est pas forcément un métier cérébral, etc. On ne parle pas, c'est notre corps qui parle, mais nous on ne parle pas. Et donc il peut y avoir cet aspect-là aussi un petit peu, entre guillemets, réducteur de la danseuse. Que j'ai envie de contredire. Merci. Bonjour Pauline, Fabrice, Technical Magazine. Quel est votre regard par rapport à la danse dite classique? Je pense à l'opéra Garnier. C'est quoi le regard en fait sur ces danseuses et ces danseurs? Alors esthétiquement, je trouve ça très beau. Moi, en ayant commencé par la danse classique, j'ai toujours été un petit peu le vilain petit canard de la danse classique. Parce que ce que j'aimais, c'était essentiellement le néoclassique avec des chorégraphes comme William Forsythe, John Gilliam, etc. Ça, c'était ce que j'aimais moi. Et donc, je n'ai jamais voulu faire du classique pur et dur. Je trouve ça très beau.
à regarder esthétiquement. Je trouve ça très beau et très inspirant de voir aussi ces danseuses-là qui ont complètement le sens du sacrifice, qui ont la même détermination. Au final, on est les mêmes danseurs, on ne s'exprime pas avec les mêmes moyens. C'est aussi très beau de vouloir appartenir à un groupe, parce qu'on est obligé de commencer par ça. Par exemple, à l'opéra, on est obligé de commencer par un corps ballet, et c'est une belle qualité de pouvoir appartenir à un groupe. Moi, j'ai un peu de mal, par exemple, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très bien de ne pas réussir à se mettre dans un groupe. Après, je pense que, par exemple, à l'opéra, les danseuses qui sont dans le corps de ballet, c'est pour aspirer à devenir étoile. Donc finalement, c'est pour aspirer à devenir seule et pouvoir raconter. J'ai juste pris un raccourci à ça et une scène beaucoup plus petite, mais pas très loin. Mais c'est finalement un raccourci. Après, je trouve que voilà, leur détermination et leur parcours est tout aussi inspirant. Oui, mais finalement, au fond, à vous écouter, on peut se dire que je fais un comparatif avec l'art et la peinture. C'est plus warolien dans l'approche, en fait. Quelque part, c'est plus pop, en fait, votre approche. Exactement. C'est bon. Merci. Merci. Merci Pauline, c'est très beau ce que vous nous avez dit, j'en suis très très émue parce que j'ai dans ma famille un petit peu proche, j'ai des amis danseurs et qui avec le Covid, ça a tout cassé, et donc une réorientation mais très sympathique aussi, et j'ai eu le plaisir d'être enseignante en art appliqué dans des endroits à Vitry, dans des endroits concurrents, et le fait d'être habité, c'est trop beau. Félicitations. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste savoir comment on peut avoir le documentaire. Est-ce que vous savez déjà comment il va être diffusé, stage, plateforme, etc. Alors, je ne peux pas. Parce que j'ai envie de le voir maintenant. Il y aura évidemment une communication sur ce documentaire, mais pour l'instant, je ne peux pas dire. Bon, je vais essayer de m'exprimer. Mon français, c'est pas. Mais enchanté de vous rencontrer aujourd'hui, Pauline. Je voulais savoir, vous êtes un jeune femme très déterminée, avec beaucoup de caractère, mais à 4 ans, 8 ans, on n'a pas forcément ce caractère. Vous avez grandi dans une époque digitale où il y a beaucoup de réseaux sociaux, où on peut se comparer aux amis. Comment vous avez géré c'est ce qu'on dit en anglais, les FOMO, the fear of missing out? Parce que je pense que moi aussi je fais de la danse, je pense que je n'étais pas très bon. Je ne voyais pas un futur très brillant pour moi, mais à un moment donné, à 17 ans, je quittais la danse parce que je voulais être avec mes amis, parce que je ne voulais pas miss out de ce qu'ils faisaient. Mes professeurs me disaient, mais pourquoi tu quittes la danse? Mais tu as des talents. Et je dis, non, je n'ai pas de talent, laisse tomber. Donc, comment vous avez géré ça? Alors, j'ai quand même eu la chance de grandir juste un petit peu avant cette époque de tous les réseaux sociaux, etc. Donc, déjà, c'était beaucoup moins présent. Donc, ça me sautait pas aux yeux le matin. Après, j'ai grandi avec des danseurs et des danseuses autour de moi, beaucoup. En fait, on était tellement déterminés et omnibulés par ça qu'on parlait que de ça et on était ensemble. Les autres, c'était bon, c'est pas, mais on n'avait pas envie forcément d'être avec eux. En fait, je n'ai jamais, donc à 12 ans, quand je suis partie de chez moi, j'ai vécu toute seule dans une grande coloc qui était un ancien studio de danse réalité en colocation où on était 4 danseuses. Et on allait au collège le matin, et après à la danse, et après on rentrait, et on était censé faire nos devoirs. On vivait dans un studio de danse, donc on dansait essentiellement. Et en fait, on était livrés à nous-mêmes, on n'a jamais fait de bêtises. Parce que la danse, il y a ça aussi qui est beau dans la danse, c'est que c'est quand même une discipline et une rigueur qu'on acceptait d'avoir à cet âge-là. Je pense que c'est vrai que moi je ne suis pas très rigoureuse et
j'accepte beaucoup moins d'avoir des contraintes. Mais à cette époque-là, on avait tellement envie de le faire, et puis il y a cet effet de groupe aussi. Donc c'est-à-dire que moi, mes copines qui étaient avec moi à l'internat à cette époque, elles ne sont pas danseuses aujourd'hui. Mais elles ont, il y en a 2 sur les 4 qui ne sont pas danseuses. Mais on avait un engouement de groupe, ça grandissait en groupe. Et donc la détermination d'une infusait sur l'autre, etc. Donc ce côté groupe qui parfois, justement, on peut se faire entraîner dans quelque chose de pas bon. Nous, au contraire, c'était, voilà, on se faisait entraîner dans la danse de plus en plus, de jour en jour. On avait envie d'en faire de plus en plus et de vraiment être que dans ce monde-là. Moi, je veux vous remercier déjà d'avoir parlé du facteur peur aussi. Je pense que c'est très présent en général avant de créer, quand on se lance dans un projet inconnu, et c'est bien de ne pas le mettre de côté. Et récemment, j'ai lu qu'une des plus belles choses en fait, à faire pour permettre la créativité et un projet de naître quel qu'il soit, c'est de se respecter en respectant une discipline. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que ça a été assez vrai pour vous. Ça vous a permis peut-être d'avoir moins peur, ça vous a permis de ne pas trop vous poser de questions et d'être en fait au service de votre rêve. Est-ce que vous diriez que c'est vraiment le cas? Oui, je pense que c'est effectivement vraiment le cas. Pour mon premier rêve qui a été d'être danseuse et qui plus est danseuse en Crazy, j'ai absolument voulu respecter toute cette discipline-là parce que c'est ce qui me... En fait, c'est ce qui me donnait l'accord. Je me donnais l'accord à moi-même de pouvoir faire ça si je passais par ces étapes-là et si je faisais tout ce qu'il fallait. Pour moi, j'avais plus de limites à ce moment-là. Par exemple, avant de rentrer au Crazy, j'ai envoyé un mail à la show manager que je regrette un peu maintenant parce que c'était quand même beaucoup. Mais j'ai dit qu'il fallait me prendre parce que j'allais être meilleure que toutes les autres. Mais je ne pensais pas être meilleure techniquement que toutes les autres. J'avais juste une détermination qui, pour moi, pouvait aller dans l'espace. Et donc, peu importe ce qui allait se présenter devant moi, j'allais forcément plus travailler que les autres s'il le fallait. Et donc, forcément, au final, être meilleure. J'ai jamais cru que j'allais être la plus belle danseuse, etc. Mais je me disais que j'avais tellement de détermination et que rien ne pouvait m'arrêter, que forcément, je me conditionnais moi pour pouvoir réussir. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci en tous les cas de faire partie des personnes qui sont habitées, et ça c'est toujours des belles rencontres. Une question plus terre à terre, est-ce que vous vous considérez comme une sportive de haut niveau? Oui, quand même. Mais oui, non, je me considère comme une sportive de haut niveau, avec tout le côté artistique qui en est moins présent, on va dire, dans des sports, dans des vrais sports. Mais oui, quand même, on a beaucoup de training, beaucoup d'heures derrière nous, le studio, et surtout une vigilance par rapport à notre corps au quotidien. Donc c'est ce qui... J'ai la chance d'avoir comme amie une championne olympique qui, depuis très longtemps, et qui, en fait, dans vos propos, j'ai l'impression de l'entendre parce qu'il y a une telle exigence, une telle détermination, je crois que c'est ça qu'on dit aussi. Et la peur de ne pas parvenir avec tous les espoirs qu'on fonde sur eux. Et en fait, voilà, c'est plus terre à terre, il n'y a pas la créativité, mais cette détermination, elle est absolument exceptionnelle. Oui, dites-moi, Pauline, la natation artistique, ça vous a jamais tenté dans l'eau, avec de la musique, c'est une sorte de bateau? Non, j'ai jamais lancé. C'était plus simple d'aller en studio. J'ai parlé beaucoup de la danse classique, mais j'ai fait aussi du contemporain. Et maintenant, si on me demande, par exemple, je peux être amenée à passer des castings, des choses, des études en soi, je danse tout.
en réalité. Parce que, je pense que dans une certaine limite quand même, je ne vais pas pouvoir faire des figures de break ou des trucs comme ça, mais je danse à peu près tout parce que je connais mon corps et que j'arrive à mentir, quoi, à peu près. Dans le moment où on arrive à un niveau où on peut arriver à faire croire qu'on est danseur de salsa, quoi. Mais j'ai jamais pensé à la natation. Une dernière question. Bonjour, merci de votre intervention. Je voudrais savoir si vous avez l'intention plus tard d'enseigner votre créativité auprès de jeunes femmes, de jeunes filles, pas forcément en difficulté ou en insertion, mais je veux justement la créativité, pour répondre à votre question, peut-être changer le monde. Est-ce que vous avez l'intention de le faire un jour après votre carrière de danseuse? Je n'ai pas forcément prévu de le faire. En revanche, j'aimerais avoir plus de possibilités pour pouvoir parler avec des jeunes filles, par exemple, qui aimeraient, qui ont des rêves de danse ou qui ont des rêves de créativité, etc. Mais je ne peux pas enseigner la créativité. Je pense que c'est quelque chose qu'on a quand même au fond de soi. On peut l'entretenir, on peut l'encourager, mais on ne peut pas l'enseigner. En tout cas, j'aimerais pouvoir partager du temps avec les filles par quelconque moyen, que ce soit dans un studio de danse ou juste un talk.